C'est maintenant l'heure de le retrouver dans sa chronique aux 2 semaines. Son billet d'actualité, c'est le chroniqueur et journaliste indépendant Michel Morin, que vous pouvez retrouver sur morinmichel.info, également sur les ondes de Radio X, avec notre ami Dominique Moret, à toutes les semaines. Bonjour, Monsieur Morin, comment ça va cette semaine? Je vais très bien. Ça va vite parce que je m'occupe sur les réseaux sociaux de quelques sujets, dont évidemment un de mes sujets favoris, puis on en a parlé entre nous, c'est le fameux train électrique de la Caisse de dépôt qu'on vient d'officialiser par une pelletée de terre. Ben oui. Et c'est parti, mais on aura l'occasion de s'en reparler. Je veux juste vous dire une chose. Allez-y. Actuellement, là, on pense que le train est parti. Il n'est pas parti du tout. J'ai appris confidentiellement que les relevés techniques, habituellement, là, quand on va dans un projet pour faire des appels d'offres, il faut à peu près 80-90% pour que les relevés techniques de tout ce qui concerne le projet au niveau des choix, au niveau de l'infrastructure, que ce soit réalisé. Okay. Pour qu'on ait une bonne idée pour aller en appel d'offres. Ben oui. Savez-vous à quel pourcentage ils sont, même si on en parle depuis 2 ans? Ben, j'ose croire au moins la moitié. Je viens de vous dire là qu'il faut avoir 80-90%. Mon information est sûre, c'est 15%. Hey. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt. On peut bien faire multiplier les conférences de presse, là. On y va à tâtons pour le moment et on est loin de faire des appels d'offres en bonne et due forme. C'est ridicule. Ça, c'est une information que vous avez, que personne n'a. Bon. Je vous la donne ce soir. Bon, ben on va suivre ce dossier-là, bien sûr, mais là, ça sent l'improvisation à plein nez. Comment on peut arriver avec des coups sans même savoir dans quoi on s'embarque? C'est ridicule, ce dossier-là. Semaine après semaine, ça s'empire. Mais là, cette semaine, M. Morin... Si j'ai pas fait, M. Massicotte, 150 tweets. Au moins. Depuis, je dirais, 1 semaine et demie, j'en ai pas fait aucun. Hey, et j'avais toujours des références. Je suis très actif sur Twitter, par exemple. On peut voir tous mes tweets en commercial Morin Info. Vous allez tous les avoir d'un seul coup. Et sur votre page. Vous allez pouvoir constater, et j'ai, comme vous y avez fait référence, j'ai un blog sur le train électrique où on peut le trouver à morinmichel.info, train électrique, vous tombez dessus. Vous avez des centaines d'articles, des vidéos que je mets sur mon blog. Par exemple, le dernier tweet que j'ai fait, et ça pourrait peut-être en convaincre beaucoup, c'est de montrer le SkyTrain de Vancouver, celui qu'on veut faire à Montréal. Là. Ah oui, bon. SkyTrain, le SkyTrain, on n'en a pas parlé, mais ça va être un mur, M. Massicotte. Ah oui? Un mur de colonnes de ciment de Saint-Eustache au centre-ville de Montréal, de Brossard jusqu'au centre-ville, et ça va défigurer le paysage de Montréal. Oui. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez vous en convaincre en regardant le vidéo auquel je viens de faire allusion. Il est sur mon site morinmichel.info et vous allez avoir différents blogs, dont celui sur la Caisse de dépôt, et vous allez très facilement, il est dans les premiers, voir un beau vidéo où on se voit dans les airs à Vancouver, à travers les gratte-ciels, et on voit très bien comment cette structure s'élève au-dessus des routes, comment elle est un peu artificielle. Et en comparaison, j'ai pris un tramway. Vous savez, actuellement, il y a des centaines de projets de tramway à travers le monde, et ce que propose le Parti québécois avec le grand déblocage, c'est d'écarter le SkyTrain et d'avoir des lignes qui fonctionnent électriquement, des lignes de tramway qui font du 70 km/h, qui sont très rapides, mais qui se marient à l'environnement. C'est ça. Et pour vous en convaincre,
vous regarderez ce deuxième vidéo après avoir regardé le premier sur le SkyTrain de Vancouver. Et vous m'en direz des nouvelles. C'est un comparatif entre ces deux technologies qui jurent énormément. J'ai regardé les vidéos, M. Morin, vous m'aviez envoyé ça. C'était impressionnant de voir comment, justement, la laideur du SkyTrain, c'est pratiquement le mur de la honte. Pratiquement. Ah, écoutez, M. Morin, on va... Oui. Allez-y. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet canadien qui n'a pas eu beaucoup d'écho au Québec. Mais quand on va faire partie du Canada, c'est un sujet très important. Au Québec, là, si on regarde l'actualité, vous et moi, là, on parle du petit Ariel. C'est ça. Du petit Ariel. Oui, Ariel. De Martine Ouellette. C'est ça. Du voile d'une policière. Oui. Voyez-vous? C'est de ça dont on parle, là. Ah, ça vit là-dedans. Mais au Canada anglais, il faut voir le nombre d'articles qui sont publiés, par exemple, dans le Globe and Mail ou le National Post. Il y a une véritable crise nationale. Oui. Monsieur Trudeau s'en va au Pérou à un sommet économique, mais il va revenir en fin de semaine pour parler à Mme Notley, la première ministre de l'Alberta, et M. Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique. Oui. Lui, il ne veut pas de pipeline de l'Alberta. Ben, c'est ça. Là, il a décidé d'utiliser tous les moyens possibles pour empêcher la construction d'un pipeline de plus de 7 milliards entre l'Alberta et Burnaby en Colombie-Britannique. Et là, vous faites référence, M. Morin, vous faites référence au pipeline de Kinder Morgan. Ça, c'est une entreprise américaine, c'est bien ça? C'est une entreprise américaine. Okay. C'est le pipeline de Trans Mountain. OK. Et vous savez, il y a eu plusieurs projets de pipeline. Oui. Et on en avait écarté en disant, oui, mais il y aura toujours Kinder Morgan. Il y aura toujours Trans Mountain. Or, ce projet-là, actuellement, est stoppé par la Colombie-Britannique. Il y a un véritable chantage. Mme Notley ne veut plus acheter de vin de la Colombie-Britannique. Vous vous rendez compte? C'est devenu un enjeu très émotif entre les deux provinces. Pour une fois, c'est pas le Québec qui est là, c'est vraiment les deux provinces par surcroît, dont les deux gouvernements sont des gouvernements néo-démocrates. En plus. Mme Notley avait expédié le pétrole, puis M. Notley, au nom de l'environnement, au nom de la sécurité, il ne veut pas du pipeline. Et il faut dire une chose tout de suite. Le pipeline, il est déjà là. On veut simplement augmenter, multiplier par 3 sa capacité à environ 900 000 barils par jour. Bon, parce qu'il est déjà là. C'est de sortir le pétrole de l'Alberta. Sans ça, si on ne peut pas le sortir, on a beau avoir les deuxièmes plus importantes réserves au monde, mais si on n'est pas capable de le sortir, si on n'a pas la rentabilité pour le sortir, les prix vont rester complètement déprimés. Je vais vous donner un exemple. Les gens ne réalisent pas ça. J'ai regardé les cours après-midi du Brent. Oui. Le Brent, le prix du pétrole, c'est un indice. C'est surtout le Brent, le pétrole léger de l'Arabie Saoudite, qui est l'indice de ça. Mais ça se vend 72 $ le baril sur le marché aujourd'hui. Le pétrole américain, qui de plus en plus est un pétrole de schiste, il y a le pétrole conventionnel, il y a le pétrole de schiste, le prix est un petit peu inférieur au Brent, c'est 67 $. Okay. Donc, 5 $ de différence. Savez-vous combien se vend le pétrole canadien? Il y a un sigle, WCS, Western Canada Select. Eh bien, ça se vend 37 $. Wow! 30 $ de moins que l'américain. Et la problématique qui frappe l'Alberta, c'est de dire si on pouvait obtenir le juste prix. Si on pouvait obtenir le juste prix, ça accélérerait et ça débloquerait toute une série d'investissements. Mais tant qu'on n'a pas le vrai prix international, disons au-delà de 60 $ pour prendre l'exemple d'aujourd'hui, eh bien là, les compagnies, d'abord,
Ils peuvent pas l'expédier, le pétrole. Les pipelines sont à pleine capacité. Il n'y a plus de capacité. Il va y avoir Keystone Excel que M. Trump a autorisé. Oui, mais même à ça, il y a une production quand même. On vient de passer le 3 millions de barils par jour. On manque de pipelines. Et surtout, on en manque pour l'avenir. Si cette industrie-là a un avenir, si cette industrie-là peut investir, elle le fera dans la mesure où on pourra expédier le pétrole. Vous savez, c'est un enjeu national. Je vais vous donner un petit chiffre. Savez-vous combien ça va rapporter ce seul pipeline? On parle d'un seul pipeline. En retombées fiscales, en revenus pour les gouvernements, au cours des 20 prochaines années, 46 milliards, M. Mascotte. C'est pas de la tarte. C'est et beaucoup. là, M. Trudeau est dans des choix politiques déchirants. Le cabinet fédéral est lui-même divisé. Il y a eu une réunion d'urgence cette semaine. Alors, M. Trudeau a 18 députés en Colombie-Britannique. Il y en a seulement 3 en Alberta. Et évidemment, plane sur lui l'ombre de son père qui cause la politique nationale de l'énergie dans les années 80, était complètement honni dans l'Ouest canadien. La GRC avait peur de l'accompagner dans l'Ouest canadien, s'en était rendu à cela. Alors, Monsieur Trudeau voudrait bien se réconcilier avec l'Ouest canadien, québécois qu'il est. Mais, en même temps, il ne faut pas qu'il froisse trop la Colombie-Britannique. Oui. Quoique les sondages, même en Colombie-Britannique, la majorité de la population, malgré qu'elle ait élu, n'est-ce pas, c'était une joute à 3, là, malgré qu'elle ait élu un gouvernement NPD, la majorité de la population, et bien sûr, tous les gens d'affaires et tout, mais la population en général, au-delà de 60% de la population, est en faveur du pipeline. Tout le monde commence à reconnaître le bien fondé du pipeline. Écoutez, il y en a un qui est là depuis 60 ans. Il n'a pas causé de dommages. Ben non. Puis tout à coup, le gros, là, il devrait causer des dommages alors que les normes ont été complètement ajustées, revalorisées à la hausse. Oui, il y a eu technologie. à peu près 150 conditions qui ont été imposées à Kinder Morgan sur son pipeline. Ah oui. Vous n'allez pas croire que l'Office national de l'énergie, un pipeline qui traverse les montagnes rocheuses, a pris la chose à la légère. Au sérieux. Ben oui, il a posé toutes sortes de conditions pour que s'il arrive des choses, il y aura un plan d'urgence. On peut jamais, dans un projet énergétique, penser que il n'y a rien qui peut ne pas se passer. Il y a un accident. C'est toujours possible. Mais il n'y en a pas eu depuis 60 ans. Ben, pas avec ça. Oui, il y a ça, M. Morin, mais aussi, j'aimerais... Les normes n'étaient pas capable. ce qu'elles sont aujourd'hui. Bon, ben il y a aussi ça, M. Morin, mais la technologie a évolué dans ce niveau-là, dans les pipelines, et il y a des moyens de sécuriser aussi une fuite rapidement. Ils ont des systèmes de détection hyper sophistiqués maintenant, donc les risques sont de moins en moins élevés parce que la technologie a suivi également cette industrie-là. Fait que ça, il faut prendre ça en ligne de compte. Et c'est aussi les avoirs que ça va ramener au pays. Dans un pays qui est déficitaire à coût de milliards de dollars en ce moment au Canada, puis on voit pas la fin de ça, je pense qu'on peut pas se permettre de cracher sur cet argent-là actuellement, autant pour l'Alberta que le reste du pays, M. Morin. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Écoutez, si c'était un pipeline, si on disait, c'est un pipeline, oublions ça, il y a les Premières Nations qui sont là-dedans, il y a bien de choses. Mais la compagnie devait commencer, voyez-vous, les travaux au mois de mai. En fait, la compagnie a imposé un ultimatum, c'est le 31 mai. Mais c'est un pipeline parmi d'autres. On parle d'Énergie Est. Vous vous souvenez au Québec? On se souvient que c'était un projet. Vous vous souvenez du chiffre? C'est 2 fois le pipeline de Kinder Morgan. Kinder Morgan, c'est 6 milliards. Au Québec, Énergie Est, c'était 15 milliards. 15. Mais Kinder Morgan, c'est 1000 km de la montagne rocheuse. Le Québec, le
Énergie Est, en Ontario et au Québec, c'est 4000 km. Bon, ça en fait un. Il est tombé au champ d'honneur. Oui. Ensuite, vous vous en souviendrez peut-être pas, mais il y a 2 ans, il y a un projet d'Enbridge qui s'appelait Northern Gateway. Northern Gateway, c'était 5,5 milliards. Ensuite, il y a eu le projet de gaz naturel. On en a déjà parlé. Oui. Le Petronas. Oui. Un projet avec un terminal méthanier pour expédier le gaz naturel en Asie. C'était 36 milliards, M. Massica. C'est beaucoup Et d'argent. puis là, on ajoute à ça 7 milliards de Kinder Morgan. Savez-vous que si vous faites Le compte? le compte, on est à plus de 60 milliards. Nous, on crache. On est à plus de 60 milliards ça. auxquels on vient de dire, Quelques est-ce grenouilles. qu'on doit vraiment faire ça? Ben oui. C'est un peu ça qui se passe. C'est ridicule. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, investissent massivement. Vous savez que les États-Unis sont en train, on l'a déjà dit à l'émission, sont en train de devenir le premier producteur de pétrole et de gaz naturel au monde. Ben oui. C'est pas rien, là. Pas rien. Les États-Unis sont en train de... On n'aurait jamais imaginé avant le développement des gaz de schiste que les États-Unis allaient devenir aussi importants sur la carte du pétrole mondial. Ah oui. Les États-Unis vont devancer l'Arabie Saoudite, vont devancer la Russie. Puis nous autres, là, on est en train de regarder passer le train. Au cours des 5 dernières années, ou à peu près, les États-Unis ont augmenté leur production de pétrole de 5 millions de barils par jour, en moyenne. Imaginez. En maintenant, à plus de 10 millions de barils par jour, et ils se dirigent vers l'autosuffisance. Ben c'est ça, Alors, ce qu'on n'aurait jamais cru possible. Avec le pétrole canadien, évidemment, l'Amérique du Nord, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à l'Europe. Non. L'Amérique du Nord pourrait devenir vraiment autosuffisante avoir de l'excédent en matière énergétique. Tout à fait. Alors, mais regardez si on regarde par exemple les investissements. On en a souvent parlé. C'est un terme, les investissements. C'est nouveau. Mais les investissements, c'est ça qui fait la croissance économique. C'est ça qui crée des emplois. C'est ça qui fait marcher l'économie. S'il n'y a pas d'investissement, mais regardez dans le pétrole, on sait la crise qu'on a vécue depuis 2014. Absolument. Le prix était à plus de 100 $ le baril. Il est tombé quasiment à 10 $ le baril. Il est maintenant autour de 70 $ de baril. Donc, les perspectives s'améliorent malgré les autos électriques. On vit dans une économie pétrolière. Il y a quelqu'un qui disait récemment, demandez aux écologistes là, qui veulent interdire tout transport de pétrole, qu'ils abandonnent dans leur univers à la maison tout ce qui est fait en pétrole. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus d'iPad, il n'y a plus de téléphone, M. Morin, il n'y a même plus, il y a des produits naturels. On est basé sur une économie pétrolière. Ben, c'est sûr, c'est bien évident. Le linge de polyester, non, ça fonctionne pas. Puis, M. Morin, n'oubliez pas aussi une chose. Oui, l'investissement, vous avez parlé de 60 milliards dans les dernières années, mais les récurrents aussi, après chaque année, une fois que l'investissement est passé, c'est de l'argent qui est injecté directement et c'est de l'argent qu'on ramène des capitaux au pays. Ça, là, M. Morin, c'est quelque chose qui vaut de l'or, là. On prend de l'argent de l'extérieur, c'est pas juste faire rouler notre propre économie, on ramène au pays des capitaux extérieurs. Vous l'avez dit, les Américains ont compris ça. Ça n'arrive plus, justement, M. Mascotte. C'est ça. Vous avez vu au cours de la dernière année des grandes multinationales, comme Total, comme Shell, se retirer du Canada. C'est ça. Se retirer des sables bitumineux. C'est pas intéressant. Justement parce qu'ils ont fait l'analyse, ils se sont dit les Canadiens vont jouer avec la POC longtemps, ils se décideront pas, puis il va y avoir des trucs de Première Nation, puis des écologistes, puis les gouvernements ne sauront pas trop comment se brancher avec tout ça. Mais les grandes compagnies pétrolières se sont retirées du Canada depuis 1 an. Et ça apparaît justement sur les investissements. Pensez que dans l'Ouest, en 2014, on investissait par année plus de 80 milliards. La somme a été divisée par 2. Actuellement, c'est
tout autour de 40 milliards. Ben, c'est ça. Et pendant ce temps-là, le fameux 40 milliards canadiens, bien, aux États-Unis, savez-vous combien on met d'investissement dans l'industrie pétrolière actuellement? Combien? Les derniers chiffres, 2017, 120 milliards. Hey, OK. Ben ça, eux, ils ont compris. Et là, vous savez, on paie cher nos dirigeants de compagnie. On le sait, oui. n'est-ce pas? Oh oui. Ben, si on analyse un peu ce qu'ils pensent à travers les sondages des différentes firmes, ben, il y a 60% des compagnies qui estiment actuellement au Canada que le climat d'investissement est plus mauvais qu'il l'a été au cours des dernières années. C'est là où on en est. Et évidemment, quand on parle de cela, du pipeline de Trans Mountain avec Kinder Morgan, ben, c'est l'illustration qu'il y a un manque de leadership. La compagnie, là, elle allait dépenser par mois, là. Par mois, monsieur. Vous entendez des annonces, des fois, là, d'investissement, là. Mais là, je parle de la compagnie par mois, ce qu'ils allaient investir à compter de l'automne, 300 millions de dollars par mois. Voyez-vous, ça fait bouger l'économie. La compagnie dit au gouvernement fédéral, écoutez, nous, on ne peut pas prendre ce risque-là pour nos actionnaires. Et c'est pour ça qu'actuellement, Mme Notley, la première ministre de l'Alberta, et M. Morneau nous ont annoncé en douce cette semaine que pour sauver le projet, maintenant, c'est le contribuable qui va embarquer. Bon. On va faire payer le contribuable. Pourquoi pas? Les contribuables vont investir dans ce pipeline-là. Je trouve là qu'on est en train de mélanger beaucoup de choses. Pas à peu près, là. Alors, écoutez, il y a peut-être une façon. Moi, quand j'étais au CRTC comme commissaire, je m'étais dit, vous savez, la réglementation de la télévision, c'est 1000 pages. Je m'étais dit, faudrait que je réduise la réglementation de la télévision à 100 pages. Ah oui. J'ai pas réussi, M. Mascotte. Tout un ménage. J'ai pas réussi. Ben non. Mais est-ce que c'est transparent, une réglementation avec 1000 pages? Qui va comprendre et étudier 1000 pages de réglementation c'est beaucoup trop. de l'industrie de la télévision au pays? Ben oui, on est là-dedans. Savez-vous combien ça prend de permis pour Kinder Morgan? Ça en prend 13 au fédéral. Ça en prend 2 en Alberta. Et ça en prend 45 en Colombie-Britannique. Vous vous rendez compte que chacun de ces permis a le potentiel de bloquer l'ensemble du projet pour 7 milliards. C'est ça. Imaginez une compagnie, là, ils discutent, là, puis ils veulent investir, puis ils vont sur le marché, ils font des emprunts à court terme, puis là, ils savent pas comment tout ça va tourner. C'est ce qui est arrivé au Québec avec Énergie S. TransCanada a dit à un moment donné, écoutez, là, on parle d'un nouvel organisme, ce ne sera plus la Régie de l'énergie, il va y avoir un tribunal de l'environnement, nous, on ne sait plus où on va. Et c'était, M. Massicotte, on ne l'a pas assez dit, c'était le plus gros projet de pipeline de tous les temps en Amérique du Nord. Exact. Le projet de Canada, là, il n'y en a pas eu un plus gros, puis il n'y en aura peut-être jamais un plus gros. C'est terminé. Et pendant ce temps-là, comme on l'a souvent dit, on chauffe notre Assemblée nationale et nos hôpitaux avec du pétrole de schiste qui nous vient du Texas. Ben oui, trop cave. L'océan Atlantique et le fleuve Saint-Laurent. Ben c'est ça. On a dans le cours, mais on préfère celui-là du voisin parce qu'on pense que la planète, ça pollue moins à l'autre bord de la frontière. C'est ça qui est ridicule dans leur plaidoyer, c'est qu'on veut pas faire mal à la planète, mais en même temps, c'est que c'est le pétrole. Si on le prend ailleurs, ça va être aussi dommageable quand même. Et j'arrête pas de le dire parce que les techniques ont changé aussi. Si le pétrole de l'Alberta est pas aussi sale qu'il l'a déjà été. Les techniques s'améliorent et vous l'avez dit là, c'est pas demain qu'on aura plus besoin de pétrole. On en a encore pour 100 ans minimum. Et profitons-en au Canada. C'est notre puissance énergétique, c'est notre puissance économique. On doit en profiter. On peut pas s'asseoir là-dessus. Tous les autres pays dans le monde, ils savent, ils vont chercher ces ressources naturelles-là, puis ils font profiter les citoyens. Ici, je le sais pas, là, on se prend pour quelqu'un d'autre, la bonne conscience écologique, et on empêche tout ça d'avancer. C'est ridicule. C'est dommage. C'est dommage. Attention, M. Mascotte. Oui. On a eu un accident ici, le plus gros accident de train depuis 100 ans à Lac-Mégantic. C'est ça. Alors là, on préfère transporter parce que, faites-vous-en pas, à long terme, la capacité ferroviaire augmente. Et on transporte de plus en plus
du pétrole par les trains. Qui est beaucoup moins sécuritaire. On veut le sortir, le pétrole. Ah oui. Mais si je reviens sur nos permis, c'est toute l'atmosphère qui entoure la lourdeur. Mais de les multiples délais. permis. Savez-vous? Écoutez, j'ai la référence ici. Selon la Banque mondiale, une récente étude, parmi tous les pays de l'OCDE, le Canada, sur 35 pays, se situe, je mange mes mots là, se situe au 34e rang en ce qui concerne le temps nécessaire pour obtenir un permis. C'est ça. Pensez-vous que c'est de l'économie, ça? Il y a quand même combien de personnes qui sont au chômage, qui travaillent pas, ou qui n'ont pas d'augmentation de salaire, parce que tout l'appareil gouvernemental, l'appareil bureaucratique, les fonctionnaires sont à picosser sur toutes sortes de règlements, contredisent souvent les uns les autres. C'est là où on en est. Aux États-Unis, ça prend pour un permis 168 jours de moins qu'au Canada. C'est le jour et la nuit. C'est ça, c'est le jour et la nuit. On pourra en parler même avec Ken Pereira qui travaille en Alberta justement dans ce secteur-là. Les emplois sont de qualité, il y en a, et puis les gens veulent travailler là-dedans. Sauf que les élites de certaines provinces décident, eux, que c'est pas assez bon pour le pays, alors que c'est des emplois de qualité qui vont permettre de faire vivre des familles. Oui, peut-être qu'il va y avoir quelques quenouilles ou quelques grenouilles qu'on va perdre sur le coin de la rue, mais en même temps, on va faire vivre des familles canadiennes, M. Morin. C'est ça au final. Là. Exactement. C'est ça au final. Je veux dire, il ne faut pas se fermer les yeux. Il faut mener ça. C'est ça le grand défi du gouvernement de Trudeau. C'est de faire avancer l'agenda de l'environnement avec l'agenda de la croissance économique. C'est ça. Et écoutez, là, on en est rendu à une guerre sans précédent dans la Fédération canadienne. Absolument. Moi, j'ai jamais vu ça. Non. J'ai jamais vu une guerre commerciale de cette ampleur-là. Puis les enjeux sont majeurs. Canadienne, le Québec, on parle beaucoup, là, puis on se bat sur la Constitution, puis on fait état de toutes sortes de choses qui se seraient passées, puis on rêve de ça. Mais là, l'Alberta menace, dans un pays sans frontières, de couper les approvisionnements de pétrole à la Colombie-Britannique. C'est là où on en est rendu. Et là, il y a bien des gens qui vont se réveiller. Bon, on ne sait pas là, comment ça va fonctionner, mais c'est la menace. Et les gens vont se retrouver du jour au lendemain avec un prix à la pompe de plus de $2. Oui, c'est ça qui va arriver. Là. C'est ça qui se passe. Et avant que les nouvelles routes soient trouvées pour importer le pétrole. Non, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, on est dans une crise constitutionnelle majeure. On sait que la Cour suprême ne peut pas se prononcer là-dessus parce que, théoriquement, c'est le fédéral qui a le droit, lorsqu'il y a un commerce sur une base interprovinciale, d'intervenir et de dire « ça fonctionne ». C'est ce que M. Trudeau dit depuis plusieurs mois, mais sauf que, dans la réalité, ça fonctionne pas. M. Horgan est là, en Colombie-Britannique, à mettre les bâtons dans les roues, à utiliser tous les tribunaux qu'il peut, parce que lui, il n'a pas le choix. Sa majorité est très mince, et il doit sa majorité à 3 membres du Parti des Verts. Alors lui, il faut absolument qu'il soit dur. Il a déjà fait des compromis. Ce premier ministre-là, pendant la campagne électorale, on vous a déjà dit que les politiciens étaient menteurs, mais ça en était un autre menteur. Il ne devait pas construire un gros projet de centrale hydroélectrique. Une fois au pouvoir, il décide d'aller de l'avant. Et là, évidemment, il y a beaucoup à perdre avec les Verts s'il fallait qu'ils cèdent une deuxième fois sur le pipeline. C'est sûr. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Moi, je ne le sais pas. Il y a une rencontre ce week-end. M. Trudeau va revenir de Lima au Pérou, va possiblement rencontrer les 2 premiers ministres, vont tenter tout le monde d'essayer d'avoir une solution pour sauver le pipeline. C'est le seul qui reste là, comme projet. Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'argent, puis M. Trudeau va devoir prendre la chose le taureau par les cornes, puis s'imposer là-dedans, puis s'assurer que ça se passe bien, parce que là, les enjeux sont majeurs cette fois-ci. Écoutez, M. Morin, on aura la chance de s'en reparler dans les prochaines semaines. C'est un dossier, comme vous dites, qui est très, très important, même si on n'en parle pas au Québec. Vous l'avez amené ce soir et sur vos blogs et puis sur vos médias sociaux. C'est très
très intéressant parce que c'est quelque chose qui va nous toucher même ici au Québec. Puis là, je vous remercie encore une fois cette semaine parce que vous nous amenez un sujet qu'on n'entend pas ailleurs et c'est très important de donner de l'exposition à ces sujets qui sont majeurs pour nous au Canada comme au Québec. Les gens qui veulent vous contacter, M. Morin, ben ça se passe sur votre blog, morinmichel.info. Toute votre information est disponible. Comme on disait tantôt, les tweets également. Redonnez-nous l'adresse pour les comptes Twitter, s'il vous plaît, M. Morin. En commercial, Morin Info et le blog morinmichel.info. Parfait. Donc, M. Morin, on va suivre ça. Et dans 2 semaines, on va se reparler. Bien sûr, il y a d'autres sujets qui s'en viennent, assurément. Puis on garde un œil sur ces sujets-là. Le train électrique, comme ce pipeline-là, c'est sûr et certain que ça va bouger dans les prochaines semaines. Merci encore une fois pour votre contribution, M. Morin. Puis on se reparle dans 2 semaines. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était donc M. Michel Morin, chers amis. On s'en va en musique et on va retrouver après ça la suite de cette émission d'En direct de nulle part.